Je m'appelle Emaï, et la nuit où tout a basculé a commencé par un bruit que je me souviendrai toute ma vie. Un coup frénétique et tremblant à ma porte d'entrée, suivi d'une voix qui ne ressemblait plus du tout à une voix humaine. C'était le genre de coup que l'on entend dans les urgences, le genre qui fait que votre cœur cogne contre vos côtes avant même que vous n'atteigniez la poignée de la porte. Et quand j'ai ouvert cette porte, pieds nus, à moitié habillé pour mon entraînement matinal de cils, j'ai trouvé ma sœur jumelle debout sur mon porche, couverte de bleu. Pendant une seconde, je n'ai pas pu respirer. Le visage d'Anna était gonflé d'un côté, sa lèvre inférieure fendue, ses mains tremblaient comme si elle avait passé des heures dans le froid. Mais il ne faisait pas froid. C'était une nuit chaude en Virginie. Humide, calme, ordinaire. Le genre de nuit où rien de mauvais n'est censé arriver. Mais Anna, elle avait l'air d'être sortie d'un cauchemar. Elle a murmuré mon nom une fois, M, avant que ses genoux ne flanchent. J'ai à peine eu le temps de la rattraper avant qu'elle ne heurte les planches en bois de mon porche. Je l'ai prise dans mes bras comme je l'avais fait quand nous étions petites filles et que nous faisions semblant que le monde ne pouvait pas nous toucher. Mais cette fois, le monde l'avait touchée violemment. À l'intérieur, je l'ai installée sur mon canapé, j'ai attrapé ma trousse de premiers secours et j'ai essayé de garder mes mains de trembler. En tant qu'officier Navy SEAL, j'ai soigné des coéquipiers blessés à l'arrière d'hélicoptères sur des pistes poussiéreuses et au milieu d'opérations d'entraînement chaotiques. J'ai vu ce que le combat fait aux gens. J'ai regardé des hommes 2 fois plus grands que moi saigner, se briser et se battre pour leur vie. Mais rien, absolument rien ne m'avait préparé à voir ma propre sœur comme ça. Anna n'arrêtait pas de s'excuser. Je ne voulais pas te réveiller. Tu as l'entraînement demain matin. Je ne devrais pas être ici. Je lui ai dit d'arrêter, mais elle continuait à bredouiller jusqu'à ce que les larmes submergent ses mots. Elle serrait la couverture autour de ses épaules comme une enfant. J'ai pris une profonde inspiration, je me suis agenouillé devant elle et j'ai soulevé son menton pour qu'elle soit obligée de me regarder. Anna, ai-je dit doucement, mais fermement. Qui t'a fait ça? Elle n'a pas répondu. Pas tout de suite. Ses yeux parcouraient la pièce comme si les ombres contenaient toute sa honte. J'ai reconnu les signes. Je les avais vus chez d'autres femmes auparavant, celles qui arrivaient dans les hôpitaux militaires avec des manches longues en été, qui sursautaient au moindre mouvement brusque. Puis elle a enfin murmuré, Marc, son mari. J'ai senti ma poitrine se serrer. Pas sous le choc. Je soupçonnais depuis des mois que quelque chose n'allait pas, mais à cause de la confirmation d'une vérité que je ne voulais pas voir réelle. Marc m'avait toujours mise mal à l'aise, même avant leur mariage. Il buvait trop. Il avait un tempérament violent. Il n'aimait pas à quel point Anna et moi étions proches, et il détestait, absolument détestait, que je sois un SEAL. La première fois que nous nous sommes rencontrés, il avait fait un commentaire sur le fait que les femmes militaires oubliaient comment être féminines. Je me souviens avoir pensé qu'Anna pouvait trouver mieux, bien mieux. Mais j'ai repoussé ces pensées. Les gens peuvent changer, me disais-je. Peut-être que le mariage l'adoucirait. Au lieu de cela, cela lui avait donné quelqu'un à contrôler. J'ai nettoyé le sang sur sa lèvre, j'ai collé un pansement sur la peau de sa joue et j'ai examiné les bleus sur ses bras. Ils étaient profonds et jaunissaient sur les bords. Des blessures plus anciennes cachées sous des nouvelles. Elle cachait cela depuis longtemps. Il s'est mis en colère pour rien, a-t-elle murmuré. Le dîner était en retard. Puis j'ai dit quelque chose qu'il n'a pas aimé. Je n'aurais pas dû lui répondre. Je me suis figé. Cette phrase m'a frappé plus fort que tout ce que Marc avait jamais fait. Anna, ai-je dit lentement. Tu n'es pas responsable de sa violence. Elle a secoué la tête, mais je voyais qu'elle ne me croyait pas encore. Des années de manipulation émotionnelle avaient pris racine. Doucement, j'ai pris ses poignets et j'ai examiné le motif des bleus. Ils formaient la forme de doigts, des prises fortes, répétées. Je n'ai pas pu retenir la colère qui se formait au fond de ma gorge. Pas de la rage, mais une fureur froide, concentrée, disciplinée, le genre dont nos instructeurs nous mettaient en garde. Est-ce qu'il t'a menacé, ai-je demandé. Oui, a-t-elle murmuré. Il a dit que la prochaine fois, il ne raterait pas. Un frisson m'a parcouru l'échine. C'était ça. C'était le moment. L'exacte seconde où quelque chose en moi s'est mis en place. Et je jure que j'ai senti le changement comme une marée qui tourne. Anna n'était pas en sécurité. Pas tant qu'elle resterait avec lui.
Pas tant qu'il penserait qu'elle était faible. Pas tant qu'il croirait pouvoir s'en tirer. Je lui ai demandé, pourquoi n'as-tu pas appelé la police? Elle a regardé ses mains. Il m'a dit que personne ne me croirait, que tout le monde pense que c'est un type bien. Et j'avais peur. J'espérais toujours qu'il s'améliorerait. L'espoir est une belle chose, mais parfois il devient un piège. J'ai passé un bras autour de ses épaules et je l'ai serré contre moi. Pendant plusieurs minutes, nous avons simplement respiré ensemble. Deux sœurs, identiques à l'extérieur, différentes seulement dans les mondes que nous vivions. Elle avait construit une vie de routine calme et de rêve doux. J'avais construit la mienne sur des missions de discipline et la règle tacite que l'on protège toujours son équipe. Et maintenant, ma sœur était ma mission. Quand elle s'est enfin endormie sur mon canapé, épuisée, je l'ai couverte d'une autre couverture, je me suis assise en arrière et j'ai fixé le plafond. Toute ma maison semblait différente, plus lourde, comme si les murs écoutaient. J'ai pensé à chaque bleu, à chaque excuse. À chaque nuit où elle avait probablement pleuré seule. Et je savais au plus profond de mes os qu'il n'existait aucun univers dans lequel je laisserais cet homme continuer à lui faire du mal. Pas tant que je serais en vie, pas tant que je serais un cil. À l'aube, alors que la première lumière filtrait à travers mes stores, je me suis tenu au-dessus d'elle et j'ai fait une promesse qui venait directement de la partie de moi forgée par des années d'entraînement, de sacrifice et de service. Je m'en occupe, ai-je murmuré, et je le pensais à chaque mot. Je n'ai pas dormi le reste de la nuit. Je suis resté assise à ma table de cuisine avec une tasse de café que je réchauffais sans cesse au micro-ondes, en écoutant la respiration douce et irrégulière de ma sœur jumelle sur mon canapé. Chaque fois qu'elle bougeait et gémissait, cette même colère serrée et disciplinée me traversait la poitrine. J'avais été formé pour répondre à des menaces à l'étranger, pour lire le terrain, pour anticiper le danger, pour me placer entre des personnes innocentes et le mal. Mais aucun de ces entraînements ne vous prépare au genre de mal qui entre par une porte d'entrée en portant une alliance. Dehors, mon quartier calme de Norfolk avait l'air parfaitement normal. Les mêmes lumières de Porsche, les mêmes camions et berlines garés, le même voisin retraité de l'autre côté de la rue qui sortait en traînant les pieds pour prendre son journal à 6h30 précise, comme il le faisait chaque matin depuis que j'avais emménagé. Le genre de rue américaine dont la génération de mes parents parle avec nostalgie. Sûre, familière, ordinaire. Mais quelque part, à seulement quelques kilomètres, derrière une autre porte d'entrée avec un autre paillasson de bienvenue, le mari de ma sœur avait transformé sa vie en zone de guerre. Alors que le ciel passait du noir au bleu profond, j'ai vérifié l'heure. Normalement, je me préparerais pour un cycle d'entraînement matinal à la base, en passant en revue le programme de la journée dans ma tête. Au lieu de cela, j'ai tapé un message à mon officier commandant pour demander un congé personnel d'urgence. Je n'ai pas donné de détails. Je n'en avais pas besoin. Sa réponse est arrivée quelques minutes plus tard, prends soin de ce dont tu as besoin. On te couvre. Pour toutes les façons dont l'armée peut être dure, quand elle fonctionne bien, elle se serre les coudes comme une famille. Au moment où la première lumière faible passait mes stores, mon café était à nouveau froid. Je l'ai jeté, j'en ai versé un frais et je suis retourné au salon. Anna était recroquevillée sur le côté, la couverture remontée jusqu'au menton, respirant de manière superficielle et irrégulière. Dans la lumière tamisée, le bleu sur sa joue paraissait pire, plus en colère, plus défini, plus réel. Ses yeux se sont ouverts en papillonnant quand je me suis agenouillé à côté du canapé. Pendant une seconde, elle a semblé désorientée, comme si elle s'attendait à voir son propre plafond incliné et cette lampe de sol tordue que Marc refusait de réparer. Puis elle a vu mes plaques Navy encadrées, ma photo de commission, le drapeau plié de mon déploiement. Des larmes ont rempli ses yeux si vite qu'on aurait dit qu'on avait ouvert un robinet. Je suis désolé, a-t-elle murmuré. Anna, ai-je dit en lui mettant une tasse chaude dans les mains. Tu peux te présenter à ma porte à n'importe quelle heure de n'importe quel jour jusqu'à ce que nous soyons vieilles et grises. Tu n'as jamais à t'excuser pour ça. Elle a enveloppé ses doigts autour de la tasse, laissant la chaleur pénétrer sa peau. Ses mains tremblaient encore un peu. Pas à cause du café, à cause de tout le reste. Tu sais, je vais devoir rentrer, a-t-elle murmuré. Il va être furieux que je sois parti. Il va dire que je l'ai embarrassé. Est-ce que tu veux rentrer, ai-je demandé. Elle n'a pas répondu. Son regard s'est éloigné vers la fenêtre, vers n'importe où sauf mon visage. Le silence qui a suivi était épais et lourd.
J'avais déjà entendu ce silence chez des femmes dans des salles d'attente, chez de jeunes militaires qui essayaient de ne pas pleurer, chez des gens qui n'étaient pas prêts à dire non à voix haute parce que cela rendrait la chose trop réelle. Ce n'est pas la première fois, n'est-ce pas, ai-je demandé doucement. Elle a pris une respiration tremblante. Non. L'histoire est sortie par fragments. Au début, comme du verre brisé qui tombe en morceaux plutôt qu'en blocs. La voix qui monte. Les portes claquées. La première poussée qu'il a juré ne pas compter. Le bleu qu'il a appelé un accident. Les fleurs d'excuses qu'il a achetées avec de l'argent qu'il n'avait pas. Les promesses tard le soir qu'il ferait mieux, le matin où il a critiqué la façon dont elle faisait ses œufs. La façon dont elle avait commencé à mentir à ses collègues, à ses amis d'église, à moi. Il a dit que j'étais dramatique, a-t-elle murmuré. Que si je le disais à quelqu'un, il dirait que j'exagérais. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à le croire. Je pensais que peut-être je parlais trop. Peut-être que je harcelais. Peut-être que si je restais juste silencieuse. Anna, ai-je coupé doucement mais fermement. Il n'existe aucune version de toi qui mérite un coup de poing au visage. Aucune. Bruyante, silencieuse, fatiguée, grincheuse. Aucune. Elle a avalé difficilement. Ses yeux étaient vitreux. Il a dit que personne ne me croirait. Eh bien, ai-je dit, il m'a mal jugé parce que moi, je te crois. Et tu n'es plus seul. J'ai laissé un moment de silence s'installer entre nous, puis je suis passé à la partie de mon cerveau qui planifie les missions et prépare les contingences. Est-ce qu'il t'a déjà frappé devant quelqu'un, ai-je demandé. Elle a secoué la tête. Non, il est prudent. Il attend que nous soyons seuls. Ça collait. Les pires sont généralement très attachés à leur image. Est-ce qu'il possède des armes? Un fusil de chasse, a-t-elle dit. Il le garde dans le placard de la chambre. Il ne l'utilise pas beaucoup, mais quand il est ivre, il parle de comment il n'a pas peur de protéger ce qui est à lui. La façon dont elle l'a dit m'a fait comprendre qu'elle était restée éveillée plus d'une fois en pensant à ce fusil. Et l'argent, ai-je demandé. Comment est-ce organisé? Il le gère, a-t-elle dit, l'amertume s'insinuant dans sa voix. Ma paie va sur le compte joint. Je n'ai pas ma propre carte. Si j'ai besoin d'argent liquide, je dois demander. Il a dit que ça simplifierait les choses, pour que je n'ai pas à m'inquiéter. Simple pour lui. D'accord, ai-je dit en prenant une inspiration. Voici ce qui va se passer aujourd'hui. D'abord, tu ne retournes pas dans cette maison. Tu restes ici où il ne peut pas t'atteindre sans passer par moi. Deuxièmement, nous allons parler à quelqu'un d'aide juridique. Peut-être un conseiller, quelqu'un qui fait ça tout le temps. Troisièmement, j'ai hésité. L'idée que j'avais tournée toute la nuit s'est imposée, à moitié formée mais persistante. Troisièmement quoi, a-t-elle demandé doucement. Troisièmement, je vais aller voir Marc de plus près. Immédiatement, elle a secoué la tête. Non, s'il te plaît, monsieur ne l'affronte pas. Tu vas juste empirer les choses. Il va m'en vouloir. Tu ne le connais pas quand il perd vraiment le contrôle. Je me suis assise sur le bord de la table basse, pour que nous soyons yeux dans les yeux. Anna, je traite avec des hommes qui perdent vraiment le contrôle pour gagner ma vie. Je n'y vais pas de manière sauvage. J'y vais préparé. Je ne vais pas faire irruption chez toi en uniforme et me mettre à crier, mais je ne vais pas non plus rester assise sans rien faire et le laisser attendre que tu reviennes comme si rien ne s'était passé. Elle a laissé échapper un petit rire sans humour. Tu es la seule famille qu'il me reste. Je ne veux pas te perdre toi aussi. Tu ne me perdras pas, ai-je dit. C'est exactement pour ça que j'interviens. De l'extérieur, le reste de la matinée aurait semblé normal. Nous avons préparé des œufs brouillés. Elle a pris une douche et emprunté un de mes vieux t-shirts navy. J'ai sorti une brosse à dents de rechange du placard à linge. Mais à table, avec un bloc de papier entre nous, nous avons fait quelque chose qui ne devrait jamais faire partie d'un mariage. Nous avons élaboré un plan de sécurité. Qui elle pouvait appeler? Quel voisin pourrait répondre à un coup tardif? Où elle pouvait garder un petit sac avec des documents et des vêtements de rechange. Pour elle, cela ressemblait à admettre que sa vie se brisait. Pour moi, cela ressemblait à empiler des sacs de sable avant que l'inondation ne frappe. En fin de matinée,
je l'ai conduite dans un petit dîner juste à l'extérieur de la base. Banquette en vinyle rouge craquelé. Clochette à la porte. Une serveuse qui appelait tout le monde « chérie ». Des marins retraités en casquette. Des couples âgés partageant des pancakes. Un camionneur lisant le journal de la veille. Ça sentait le café, le bacon et la graisse, et quelque chose d'autre que j'ai toujours associé à la sécurité et à la routine. Nous nous sommes glissés dans une banquette près de la fenêtre. J'ai pris la place dos au mur. L'habitude plus que tout. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé plus tôt, ai-je demandé doucement une fois que nous avions commandé. Elle a fixé les sachets de sucre. Parce que tu es un imbécile. Tu sautes d'avion et tu fais ce que tu fais, des choses importantes. Je suis la femme qui a épousé un homme qui jette des objets quand il est en colère. Je ne voulais pas être ta déception. Ce mot m'a piqué plus que je ne m'y attendais. Tu ne pourrais jamais me décevoir, ai-je dit. Tu m'entends? Jamais. Tu as fait confiance à un homme qui disait aimer. Ce n'est pas honteux. Ce qu'il a fait de cette confiance, c'est sur lui. Ses yeux se sont à nouveau remplis. La serveuse est passée, a rempli nos cafés et a lancé à Anna un regard calme et entendu. Les femmes qui ont vécu assez longtemps savent lire les bleus même quand le maquillage et les manches essaient de les cacher. Sur le chemin du retour, Anna a appuyé sa tête contre la fenêtre, regardant les petites maisons défiler, les drapeaux sur les porches, les vélos d'enfants dans les jardins, les chiens aboyant derrière les clôtures. La vie américaine ordinaire, le genre qu'elle pensait construire quand elle avait dit « oui ». J'aimerais pouvoir tout recommencer, a-t-elle murmuré. Une nouvelle ville, une nouvelle maison, tout nouveau. J'ai regardé la route devant moi, sentant la forme de mon idée se solidifier en quelque chose de plus tranchant. Tu n'as peut-être pas besoin de tout recommencer à zéro, ai-je dit. Tu as déjà quelque chose que la plupart des femmes dans ta situation n'ont pas. Elle a légèrement tourné la tête. Quoi? J'ai jeté un coup d'œil vers elle, puis vers nos visages reflétés ensemble dans le rétroviseur, si semblables que les enseignants nous confondaient tout au long de l'école primaire, et que même certains de mes collègues officiers trébuchent encore sur nos noms quand elle vient me voir. Une jumelle, ai-je dit, et un monde plein de gens qui ne peuvent toujours pas nous distinguer. Pour la première fois ce jour-là, l'idée n'a pas semblé folle. Elle a semblé être le début d'un plan. L'idée n'aurait pas dû avoir de sens. Pas dans un monde civilisé. Pas dans un quartier américain calme où les gens se saluent depuis leur Porsche et boivent du thé sucré les après-midi chauds. Mais la violence ne vit pas dans un monde civilisé. Elle se cache derrière les rideaux et les portes fermées. Et parfois, la seule façon d'affronter quelque chose de pourri est de le faire avec un plan assez audacieux pour secouer la pourriture. Mais échanger nos places, même moi je devais admettre que cela ressemblait à quelque chose sorti d'un vieux film. Pourtant, plus je restais avec cette idée, plus elle s'installait en moi avec une certitude étrange et stable. J'avais passé des années à m'entraîner pour me fondre dans des environnements hostiles, pour prendre des rôles, pour maintenir des identités sous pression. J'avais appris à observer, à imiter, à m'adapter, et surtout, je savais comment tenir bon face à la violence sans escalader jusqu'à un point de non-retour. Si je prenais la place d'Anna pour un court moment, je pourrais forcer Marc à révéler qui il était vraiment tout en m'assurant qu'il n'aurait plus la chance de lui faire du mal. Au moment où nous sommes rentrés dans mon allée, le plan était vivant dans mon esprit comme une chose vivante. Anna est restée assise une minute, tordant la ceinture de sécurité entre ses doigts. « M » a-t-elle dit doucement. Cette expression sur ton visage me fait plus peur que tout. Tant mieux, ai-je répondu. La peur garde les gens en alerte, et tu vas avoir besoin d'être en alerte si nous faisons ça. Ses sourcils se sont froncés. Faire quoi? Je suis sorti de la voiture et je lui ai fait signe de me suivre. Une fois à l'intérieur de la maison, j'ai fermé les stores et allumé la lampe du salon, pas trop forte, juste assez chaude pour adoucir les ombres. Anna s'est enfoncée dans le même canapé sur lequel elle avait pleuré la nuit précédente. J'ai pris une chaise et je me suis assise en face d'elle, les coudes sur les genoux. Écoute attentivement, ai-je dit. Ce n'est pas une question de vengeance. Pas vraiment. C'est une question de protection, et c'est une question de faire en sorte que Marc comprenne exactement ce qu'il a fait. La violence prospère quand la victime est silencieuse, quand elle a peur, quand elle est seule. Anna a tressailli, et j'ai adouci mon ton. Mais tu n'es plus seule. Elle a avalé. D'accord, alors quel est le plan?
J'ai attrapé la brosse sur la table basse, celle qu'elle avait utilisée pour se coiffer après sa douche ce matin-là. Ses cheveux étaient encore humides aux pointes, plus clairs que les miens, seulement d'une ou deux nuances, mais assez proches. Nous échangeons nos places, ai-je dit simplement. Sa bouche s'est ouverte. Emma, non ça non, absolument pas. Pourquoi pas? Parce qu'il saura, a-t-elle insisté. Il le verra dans ta posture, ta démarche. Tu ne bouges pas comme moi. J'ai hoché la tête. C'est pour ça que nous allons nous entraîner. Elle a cligné des yeux. Nous entraîner? Oui, ai-je dit, comme tout le reste. Et c'est comme ça que 20 minutes plus tard, nous nous sommes retrouvés debout l'une en face de l'autre dans le salon. Deux femmes avec le même visage, les mêmes yeux bruns, le même menton têtu, pourtant façonnés par des batailles très différentes. D'abord, ai-je dit en tournant autour d'elle, montre-moi comment tu marches quand tu es avec lui. Pas comment tu marches avec moi, comment tu marches à la maison. Elle a hésité, puis a baissé le regard, arrondi légèrement les épaules, fait quelques petits pas sur le tapis. Mon estomac s'est noué. Elle s'était rétrécie sans même s'en rendre compte, se faisant plus petite pour éviter de déclencher sa colère. D'accord, ai-je dit doucement. Encore une fois. Nous avons travaillé sur sa démarche, sa posture, sa respiration. Puis elle m'a regardé essayer de l'imiter. Mes mouvements étaient trop tranchants au début, trop droits, trop militaires. Non, a-t-elle dit doucement. Anna ne te regarderait pas dans les yeux comme ça. Elle ne rencontre pas le regard des gens quand elle est nerveuse. Bien, ai-je répondu. Dis-moi tout. Corrige-moi chaque fois que je dérape. Nous avons pratiqué pendant plus d'une heure, ajustant la posture, la voix, le ton, le rythme. Elle me corrigeait quand je sonnais trop ferme, trop confiante, trop comme l'officier qui avait affronté des hommes armés sur des sols étrangers. J'ai appris à adoucir mes pas, à laisser l'hésitation s'insinuer dans mes gestes. À un moment, elle a ri à travers ses larmes. Je ne sais pas ce qui est le plus fou, que tu fasses ça ou que tu le fasses bien. C'est pour ça que l'entraînement sur le terrain existe, ai-je dit doucement. Personne ne pense jamais que l'imitation sera utile jusqu'à ce que soudainement, elle le soit. Vers midi, nous sommes passés aux cheveux et au maquillage. Nos visages étaient presque identiques, mais Anna séparait ses cheveux légèrement différemment de moi. Elle utilisait un fond de teint plus clair. Ses sourcils étaient dessinés différemment. Des choses subtiles, le genre que la plupart des hommes ne remarquent jamais, mais des différences quand même. Quand Anna a fini d'ajuster une boucle derrière mon oreille, elle a reculé et a retenu son souffle. « Oh mon Dieu !» a-t-elle murmuré. « Tu ressembles exactement à moi. » Je me suis tourné vers le miroir. Elle n'avait pas tort. Avec mon jean, son sweatshirt et son maquillage, je ressemblais à la version de moi-même qui n'avait jamais rejoint la Navy. Plus douce, plus chaleureuse, plus facilement ignorée. Et pourtant, sous la surface, je me sentais stable et froide avec un but. « Tu es sûr ?» a-t-elle murmuré. « Et s'il te fait du mal ?» Je lui ai adressé un petit sourire. « Il n'en aura pas l'occasion parce que tu vas le combattre. Parce que je contrôlerai la situation. Il y a une différence. » J'ai posé une main sur son épaule. « Tu as vécu avec la peur pendant longtemps, Anna. Je sais que tu ne peux pas simplement l'éteindre. Alors laisse-moi la porter pour toi, juste un petit moment. » Des larmes ont coulé sur ses joues. Je n'ai jamais voulu t'impliquer là-dedans. Et je n'ai jamais voulu que tu sois battue par un homme qui avait promis de t'aimer. Elle a baissé les yeux. Il n'était pas toujours comme ça. Je sais, ai-je dit, mais ça n'a plus d'importance maintenant. Nous avons passé l'après-midi à construire le reste du plan. Elle resterait dans ma chambre d'amis, garderait les lumières basses, verrouillerait les portes, ne répondrait au téléphone que si c'était moi qui appelais. Pendant ce temps, je conduirais jusqu'à sa maison juste avant le crépuscule, quand Marc serait rentré du travail, déjà en train de boire, sa garde baissée. J'entrerais dans la maison calmement, comme si j'avais honte, comme si je rentrais chez moi coupable et effrayé, exactement comme elle avait été conditionnée à le faire. Et je le laisserais se révéler. Chaque mot, chaque menace, chaque mouvement. Pas à Anna, mais à moi. La jumelle qui ne se brisait pas. La jumelle qui ne s'inclinait pas. La jumelle qui s'était entraînée pendant des années à lire le danger et à marcher droit dedans les yeux clairs.
Au moment où le soleil commençait à descendre bas sur Norfolk, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose, Anna était assise sur le bord de son lit, portant mon vieux sweatshirt navy, les genoux remontés contre sa poitrine. « Tu n'es pas obligé de faire ça », a-t-elle murmuré une dernière fois. « Si », ai-je dit doucement. « Je le suis. » Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte et j'ai regardé ses mains tremblantes, sa joue gonflée, ses bras meurtris, toutes les choses qu'elle avait endurées en silence. « Tu mérites la paix », ai-je dit. « Et il mérite d'apprendre la vérité sur qui il a fait souffrir. » Elle a hoché la tête, même si la peur s'accrochait encore à elle comme une seconde peau. J'ai éteint la lumière et je suis sorti de sa chambre. En prenant ses clés sur le comptoir, j'ai senti le poids de ce qui allait arriver s'installer dans mes muscles. Pas lourd, pas effrayant, juste certain. Ce soir, Mark rencontrerait Anna, mais pas l'Anna à laquelle il était habitué. Ce soir, il me rencontrerait moi. Le trajet jusqu'à la maison d'Anna a semblé plus long qu'il ne l'était vraiment. La circulation de Norfolk s'était fluidifiée pour le soir, les familles s'installant pour le dîner, les lumières de Porsche s'allumant d'une lueur orange chaude, flottant à travers les rues résidentielles calmes. Mais à l'intérieur de la voiture, le silence semblait assez tranchant pour couper. Chaque virage me rapprochait de l'homme qui avait pris le cœur doux de ma sœur et l'avait écrasé sous le poids de ses propres insécurités. J'ai gardé la fenêtre entr'ouverte juste assez pour laisser entrer l'odeur d'herbe coupée et d'air d'été précoce. Familière, ordinaire, un rappel que même dans les quartiers sûrs, l'obscurité peut éclore derrière des portes fermées. La petite maison bleue d'Anna est apparue, un modeste bâtiment d'un étage avec des volets écaillés et une balançoire de Porsche qui grinçait quand nous nous y asseyions adolescentes. À l'époque, nous parlions de l'avenir, des garçons, de là où la vie nous emmènerait. Je me souviens à quel point Anna avait été excitée d'acheter cette maison avec Mark. C'est notre début, m'avait-elle dit, les yeux brillants. Maintenant, debout devant, tout ce que je voyais était une scène de crime de promesses brisées. J'ai garé sa voiture à la place qu'elle utilisait toujours. L'allée était vide, son camion encore parti. Bien. Cela me donnait du temps. Quand je suis sorti, l'air semblait plus lourd, comme il le fait parfois avant un orage. En montant les marches du Porsche, les planches en bois ont craqué sous mes chaussures. J'ai fait une pause avant de déverrouiller la porte, étudiant les petites fissures dans la peinture, la bosse dans la rambarde, le pot de fleurs renversé qu'elle m'avait dit un jour qu'elle prévoyait de réparer quand Mark ne serait pas dans une de ses humeurs. J'ai inspiré, puis je suis entré. La maison était sombre, seule la lumière déclinante de la fenêtre du salon donnant forme aux meubles, et l'odeur. Mon Dieu, l'odeur, bière éventée, sueur aigre, une odeur persistante de colère, comme un endroit qui avait contenu trop de disputes et pas assez d'excuses. Il n'a pas fallu longtemps pour voir les signes. Un cadre de photos brisé sous la table basse, une lampe avec un abat-jour tordu, un trou dans le plâtre, petit mais indéniablement causé par un point. Ma mâchoire s'est serrée. Ce n'était pas juste une maison où des disputes se produisaient. C'était une maison où la violence vivait confortablement. Je me suis enfoncé plus profondément, silencieusement, en prenant tout, en mémorisant les angles, les pièces, les sorties, comme le ferait n'importe quel opérateur entraîné, non pas parce que j'avais besoin de me battre, mais parce que la meilleure défense est la conscience. Sur la table de la salle à manger, j'ai vu une assiette laissée avec de la nourriture à moitié mangée, des canettes de bière, une bouteille de whisky encore ouverte. C'était une nature morte triste d'un homme qui se défaisait. Un léger bourdonnement venait de la chambre. Je l'ai suivi et j'ai trouvé le téléphone d'Anna sur la table de nuit, batterie morte, probablement cachée la dernière fois qu'elle avait essayé d'appeler à l'aide. J'ai allumé une lampe et j'ai regardé autour de la petite chambre qui avait autrefois été son sanctuaire. J'ai vu le coin où elle gardait son kit de couture, la photo encadrée de nous à 7 ans avec des salopettes assorties, le livre qu'elle lisait, page cornée, couverture déchirée, et sur le sol près du lit. Quelque chose qui m'a brûlé la gorge de fureur, un collier que je lui avais offert il y a des années, cassé net en deux. C'était suffisant. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai attendu. Quand la porte d'entrée s'est enfin ouverte 20 minutes plus tard, je l'ai entendue même depuis le fond de la maison. Le bruit lourd et négligent de bottes. Le son de quelqu'un qui trébuche un peu, le soupir frustré d'un homme déjà à moitié ivre. Anna, a-t-il appelé, la voix épaisse et irritée. Anna, où diable es-tu? Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé venir à moi. Ses pas ont traversé le salon, puis le couloir. Il a marmonné quelque chose dans sa barbe.
Des plaintes, des insultes, quelque chose sur le dîner, quelque chose sur la responsabilité. Rien que le son de sa voix me donnait la chair de poule. Pas parce qu'il me faisait peur, mais parce que je comprenais soudain exactement à quel point Anna avait dû se sentir petite et effrayée chaque jour. Il s'est arrêté devant la porte de la chambre. « Anna, pourquoi est-ce si sombre ? Je t'ai dit de laisser. » Il est entré et s'est figé en me voyant assise sur le bord du lit, à moitié éclairé par la lueur douce de la lampe. « Oh, a-t-il dit, moqueur. Alors tu es enfin rentré. » J'ai gardé les yeux baissés, les épaules affaissées, les mains jointes sur mes genoux. Exactement comme Anna l'aurait fait. Je suis rentré, ai-je murmuré, la voix petite et tremblante. Il a reniflé. Bien sûr que tu le es. Tu penses que tu peux partir comme ça quand tu veux. Il s'est approché en titubant. L'odeur d'alcool m'a frappé comme un mur. Aigre, forte, en colère. Tu pleurais, a-t-il exigé. C'est pour ça que tu t'es enfui ? Parce que tu ne supportes pas une simple dispute ? Je n'ai pas répondu. Le silence, je le savais, le provoquerait, le ferait révéler plus. Il a ri bas et méchant. Incroyable. Tu sais, parfois je me demande ce que j'ai épousé. Tu as de la chance que je supporte la moitié des conneries que tu fais. Mon sang a bouilli, mais je suis resté immobile. Il s'est penché si près que je sentais son souffle contre ma joue. Regarde-moi, a-t-il grogné. Lentement, délibérément, j'ai levé les yeux. Pour la première fois depuis qu'il était entré, il m'a vraiment regardé. Quelque chose a vacillé sur son visage. De la confusion, de l'incertitude. Peut-être sentait-il que quelque chose était différent. Jumelle ou pas, je me tenais différemment. Même affaissé et faisant semblant d'être timide, il y avait quelque chose dans mes yeux qu'il ne reconnaissait pas. Il a tendu la main, ses doigts se serrant autour de mon bras supérieur. La prochaine fois que tu me quittes, a-t-il dit, tu n'aimeras pas ça. Il n'a pas eu le temps de finir sa phrase. D'un mouvement fluide, j'ai attrapé son poignet, tordu, et verrouillé son bras derrière son dos dans une prise d'immobilisation contrôlée. Rien de flashy, rien de blessant, juste assez pour l'arrêter net. Il a hurlé de surprise. Mais qu'est-ce que Anna ? Qu'est-ce que tu ? Je me suis penché près, ma voix basse, calme, mortelle, stable. Essaie encore une fois, ai-je dit, et vois ce qui se passe. Il s'est figé, puis s'est débattu juste une seconde. Il ne s'est pas libéré. J'ai appliqué un peu plus de pression. Pas assez pour blesser, juste assez pour lui rappeler qu'il existait des forces dans le monde plus fortes que ses poings. Anna, a-t-il haleté. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui t'a pris ? Pendant un moment, la pièce est restée silencieuse, sauf sa respiration saccadée et le faible bourdonnement de l'électricité de la lampe. Puis je l'ai relâché. Il a trébuché en avant, se tenant le bras, se tournant pour me regarder avec des yeux grands et confus. Et je suis resté assise là, la posture timide disparue, épaules en arrière, colonne droite, la force calme d'une femme qui avait passé des années à s'entraîner pour tenir bon. Il m'a fixé comme s'il voyait une étrangère. « Qui es-tu » a-t-il soufflé. J'ai laissé la question flotter dans l'air pendant un long moment lourd. Puis j'ai dit calmement, « Quelqu'un pour qui tu aurais dû prier de ne jamais rencontrer. » Il n'a pas bougé tout de suite. Il m'a juste fixé, respirant fort, confus, peut-être même un peu effrayé. Pour la première fois depuis que j'étais entré dans cette maison, j'ai vu ce qu'Anna avait dû voir en lui il y a des années. Pas un monstre, mais un petit homme essayant de se rendre grand par la colère. Mais la différence entre nous était simple. Je ne le craignais pas, et il le sentait. Je me suis levé lentement, laissant le silence s'étirer assez longtemps pour le mettre mal à l'aise. Il a reculé d'un pas sans s'en rendre compte, heurtant la commode. Une canette de bière a basculé et roulé, le cliquetis métallique tranchant la tension de la pièce. « Tu agis comme une folle » a-t-il marmonné en se frottant le bras. « Qu'est-ce qui t'a pris » J'ai fait un pas envers lui. « Toi, ai-je dit doucement, tu en as assez fait. » Son visage s'est tordu. « Qu'est-ce que ça veut même dire » Derrière sa colère, j'ai vu autre chose bouillonner. Quelque chose qui ressemblait suspectement au doute. Bien. Le doute était la fissure, et les fissures laissent entrer la lumière. Anna ne se tient pas comme ça, a-t-il claqué.
Tu es différente. J'ai laissé un petit sourire sans humour tirer le coin de ma bouche. Peut-être qu'elle en a enfin assez, ai-je dit. Assez d'avoir peur. Assez de trouver des excuses pour toi. Assez de penser que ta colère était normale. Sa mâchoire s'est crispée. Ne commence pas ça encore. C'est toi qui as commencé, ai-je répliqué. Il y a longtemps. Il a regardé ailleurs, faisant les 100 pas dans la petite pièce comme un animal piégé. Sa respiration s'est accélérée, les premiers signes de panique s'insinuant derrière la bravade. Je ne sais pas ce qui t'a pris, a-t-il grommelé. Mais ce n'est pas toi. Tu es censé. Sa voix s'est éteinte. Censé quoi, ai-je demandé. Être silencieuse, obéissante, effrayée. Oui, a-t-il explosé, puis s'est repris, le mot résonnant trop fort contre les murs. Je veux dire, non. Je veux dire, putain, Anna. Tu déformes mes mots. Il n'était pas habitué à être confronté, et il n'était définitivement pas habitué à perdre le contrôle. Bien. Allons faire un tour, ai-je dit. Un tour, a-t-il cligné des yeux. Maintenant. Il a hésité, puis a attrapé ses clés sur la commode, marmonnant dans sa barbe à propos des femmes dramatiques et des jeux. Je suis passé devant dans le couloir, le laissant mijoter dans ce mélange de peur et de confusion qui avait remplacé son arrogance habituelle. Nous sommes sortis sur le porche. Le quartier était calme. Les lumières de Porsche brillaient chaudement, les drapeaux américains flottaient doucement dans la brise du soir. Monsieur Daly de l'autre côté de la rue arrosait ses azalées comme il le faisait chaque soir depuis que sa femme était décédée. Rien ne semblait dangereux. Rien ne semblait déplacé. Ce qui rendait ce que j'ai dit ensuite encore plus percutant. J'ai parlé à tes voisins, ai-je dit. Il s'est figé. Quoi? Ils entendent des choses, ai-je continué. Les cris, les chocs, les pleurs. Il a bafouillé. Ce ne sont pas leurs affaires. Quand tu fais crier une femme, ai-je dit calmement, ça devient les affaires de tout le monde. Son visage s'est empourpré. Arrête de tout déformer. Tu sais comment elle est quand tu me pousses. J'ai failli répondre, mais quelque chose m'a fait rester silencieuse. Au lieu de cela, je l'ai juste laissé parler. Et il a parlé. Il a fulminé sur le stress, sur le travail, sur l'argent, sur comment Anna sait comment le déclencher, sur comment ce n'était qu'une poussée, qu'un moment, qu'une mauvaise nuit, encore et encore. Les abuseurs adorent le mot « juste ». C'est leur bouclier préféré. Quand il a enfin épuisé ses excuses, j'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai tapé sur l'écran. Sa voix, en colère, tranchante, auto-incriminante, s'est rejouée pour lui, résonnant dans l'air chaud de Virginie. Il est devenu pâle. Quoi? C'est quoi ça? Tes propres mots, ai-je dit, enregistrés, comme la dernière fois que tu as levé la main. Tu m'as enregistré, sa voix s'est brisée. Anna, comment as-tu pu? Facilement, ai-je dit. Tu rends ça très facile. Il s'est assis lourdement sur la marche du porche, enfouissant son visage dans ses mains. Ses épaules tremblaient, non pas de peur, mais de quelque chose de plus proche de la prise de conscience. Le genre qui s'abat sur un homme quand il voit la vérité alignée devant lui sans espace pour fuir. Tu sais ce qu'ils vont me faire, a-t-il murmuré. Tu sais ce que les flics vont dire? Les tribunaux, ma famille? Oui, ai-je dit. C'est le but. Sa tête s'est redressée brusquement. Tu veux ruiner ma vie. Je veux que tu comprennes les dommages que tu as déjà causés, ai-je répondu. Et je veux qu'Anna soit en sécurité. Plus en sécurité qu'elle ne l'a jamais été. Il m'a fixé pendant un long moment. Tu me détestes vraiment à ce point. Je ne te déteste pas, ai-je dit. Et à ma propre surprise, je le pensais. Mais je déteste ce que tu es devenu. Je déteste qu'elle ait vécu dans la peur. Et je déteste qu'elle pense que ta douleur est d'une manière ou d'une autre de sa faute. Il a tressailli comme si je l'avais giflé. Le silence s'est installé entre nous. Lourd, final. Puis il a murmuré, je n'ai jamais pensé qu'elle partirait. Elle ne l'a pas fait, ai-je dit doucement. Tu l'as poussée. Il s'est frotté le visage dans un long soupir douloureux. J'ai besoin d'aide. Oui, ai-je dit. Tu en as besoin.
Et si je vais en thérapie, en gestion de la colère? Si j'essaie vraiment, est-ce qu'elle reviendra? Non, ai-je dit doucement. Pas maintenant, pas avant longtemps. Peut-être jamais. Il a fermé les yeux. Pour une fois, il n'a pas discuté, n'a pas crié, n'a pas fait d'excuses. Il a simplement absorbé la vérité. C'était le premier moment honnête que j'avais jamais vu de lui. Alors qu'est-ce que je fais? A-t-il demandé, la voix à peine plus qu'un murmure. Tu arrêtes de boire. Tu cherches de l'aide. Tu signes un accord de séparation. Tu lui donnes de l'espace pour respirer. Tu assumes tes responsabilités. Et tu ne lèves plus jamais la main. Il a hoché la tête lentement et puis, de manière inattendue, il a pleuré. Pas le genre en colère, pas le genre manipulateur, mais le genre brut et brisé d'un homme voyant les décombres qu'il avait causés. Il n'était pas racheté, loin de là, mais c'était le premier pas. Et ma mission n'était pas la vengeance. C'était la vérité. Anna méritait de guérir. Il méritait d'affronter la réalité. Et je méritais de m'assurer qu'il ne lui ferait plus jamais de mal. Quand il m'a enfin regardé, les yeux gonflés et rouges, il a dit les mots que je n'avais jamais vus venir. Dis-lui que je suis désolé. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Certaines excuses ne sont pas à moi d'accepter. Mais alors que je retournais vers l'allée, le laissant sur ce porche sous la lumière jaune de la rue, je savais une chose avec certitude, pour la première fois depuis longtemps, ce n'était pas lui qui détenait le pouvoir. Je ne suis pas rentré directement à la maison. Au lieu de cela, je suis resté assise dans la voiture d'Anna au bout de sa rue, regardant la lueur jaune douce de sa lumière de Porsche pendant que Marc était assis seul sur ses marches. Ses épaules étaient voûtées, sa tête baissée, tout son monde s'effondrant autour de lui. Et je me suis laissé absorber cette image pendant un long moment calme. Pas parce que j'avais pitié de lui, mais parce que j'avais besoin d'absorber la réalité de ce qui venait de se passer. Il y a une étrange immobilité qui vient après une confrontation. Le genre de calme qui remplit l'air quand une tempête finit par éclater. On a l'impression que le monde retient son souffle, attendant de voir ce qui vient ensuite. Et ce qui est venu ensuite était ma responsabilité. Quand j'ai enfin fait demi-tour avec la voiture et commencé à rentrer chez moi, la nuit semblait trop calme. Rue vide, fenêtres fermées, le bourdonnement des lampadaires. Mon esprit rejouait tout. L'odeur de bière éventée dans cette maison. Les bleus sur le visage d'Anna. La confession enregistrée, le moment où sa bravade s'était brisée. Mais la mission n'était pas terminée. Ce n'était pas un film où la justice arrive en 10 minutes. La vraie vie exigeait un suivi. Documentation, témoins, protection légale, responsabilité. En me garant dans mon allée, j'ai aperçu la lueur d'une lampe à travers les stores. Anna était réveillée. Elle avait dû entendre la voiture car la porte d'entrée s'est ouverte avant même que j'atteigne les marches. Elle se tenait là dans mon vieux sweatshirt navy, les cheveux relevés en un chignon désordonné, le visage pâle et fatigué. Quand elle m'a vu, vraiment vu, son souffle s'est coupé et elle a porté une main à sa bouche. « M, a-t-elle murmuré. Tu es rentré. » Je suis entré, fermant doucement la porte derrière moi. « Ouais, ai-je dit doucement. Je suis rentré. » Elle m'a rapidement examiné, cherchant des signes de blessure. « Est-ce qu'il a essayé de te faire du mal? » Non, ai-je dit. Pas cette fois. Ses épaules se sont affaissées de soulagement, mais l'inquiétude n'a pas quitté ses yeux. Elle a attrapé mon poignet, me conduisant vers le canapé. Raconte-moi tout. Alors je l'ai fait. Je lui ai raconté comment il avait agi, ivre, confus, en colère, puis effrayé. Je lui ai raconté la conversation sur le porche, l'enregistrement, le moment où il a réalisé qu'il avait perdu le contrôle. Je n'ai rien omis. Quand j'ai fini, Anna a fixé le tapis pendant un long moment, les doigts tordant l'ourlet de sa manche. Il a pleuré. Oui, ai-je dit. Ça ne lui ressemble pas. Ça lui ressemble exactement, ai-je répondu doucement. Un homme qui a construit son identité sur le contrôle s'effondre vite quand il affronte enfin la vérité. Elle a avalé. Tu penses qu'il pensait son excuse? Ce n'est pas à moi de répondre à cette question, ai-je dit. Seul le temps et les efforts répondent à ça, pas les mots. Elle a hoché la tête lentement. J'ai regardé les émotions passer sur son visage. Peur, culpabilité, colère,
espoir, honte. Tout un enchevêtrement de choses que les survivantes ressentent souvent longtemps après que les bleus aient disparu. La guérison n'était pas linéaire. Elle était désordonnée. Et rien de tout cela ne serait simple. Mais elle n'était plus seule. Anna, ai-je dit doucement. Tu as besoin d'une protection légale, d'un accord de séparation, peut-être même d'une ordonnance de protection jusqu'à ce que nous sachions qu'il prend la thérapie au sérieux. La peur est revenue dans ses yeux, vive et soudaine. Il va me détester. Il t'a déjà fait du mal, ai-je dit fermement. C'est la seule partie qui compte maintenant. Elle a fermé les yeux, des larmes coulant sur ses joues. J'ai pris doucement sa main. Nous le ferons ensemble, ai-je dit. Je ne laisserai rien t'arriver. Après un moment, elle a hoché la tête. Et comme ça, la phase suivante de la mission a commencé. Le lendemain matin, nous sommes allés au centre local d'aide aux victimes de violences domestiques. La salle d'attente était petite, mur pastel, un distributeur d'eau bourdonnant doucement dans le coin, des brochures empilées proprement sur une table. Des femmes de différents âges étaient assises éparpillées, chacune portant ce même regard que j'avais reconnu chez Anna la nuit où elle était arrivée. Peur mêlée à l'épuisement, mêlée à un espoir fragile que la vie pourrait peut-être s'améliorer. Anna m'a serré la main si fort que je sentais son pouls battre dans sa paume. Une conseillère nommée Déborah nous a appelés. Elle était dans la fin de la soixantaine, cheveux argentés tirés en arrière, lunettes pendant à une chaîne. Le genre de femme qui vous faisait croire sans dire un mot qu'elle avait tout vu et comprenait encore plus. Nous nous sommes assises dans son bureau et pour la première fois Anna a raconté toute l'histoire. Pas en fragments, pas en murmures, mais clairement, chronologiquement, courageusement. Parfois sa voix se brisait. Parfois elle tremblait. Plus d'une fois elle s'est effondrée complètement. Et chaque fois Déborah lui tendait un mouchoir sans jugement, sans la presser. Quand ce fut fini, Déborah s'est penchée en avant. Anna, a-t-elle dit doucement. Rien de ce qui s'est passé n'est de ta faute, mais ce qui compte maintenant, c'est ta sécurité. Elle a expliqué les options légales, la paperasse, les protections, les groupes de soutien. Elle a regardé les bleus, a tout documenté et a guidé Anna à travers chaque étape avec la force patiente de quelqu'un qui avait parcouru ce chemin avec des centaines de femmes auparavant. Puis elle m'a regardé. Tu es sa jumelle, a-t-elle demandé. Oui, ai-je dit. Déborah a souri doucement. Elle a beaucoup de chance de t'avoir. La plupart des survivantes n'ont pas quelqu'un prêt à se tenir à leur côté. Je n'ai pas répondu, mais les mots se sont installés en moi avec un poids auquel je ne m'attendais pas. Après avoir rempli la paperasse initiale, nous sommes sortis dans la lumière chaude du soleil de Virginie. Anna a expiré lentement comme si elle avait retenu son souffle pendant des mois. Ça semble réel maintenant, a-t-elle dit. Tout, absolument tout. C'est réel, ai-je répondu. Mais tu es plus forte que tu ne le penses. Cet après-midi-là, nous nous sommes à nouveau assises à ma table de cuisine. Cette fois, en remplissant des documents de séparation, en mettant à jour les contacts d'urgence et en contactant des services de soutien. Chaque signature semblait vider Anna, mais je voyais quelque chose de nouveau dans sa posture, un petit sentiment grandissant de possession sur sa vie. Plus tard dans la soirée, j'ai appelé Marc. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Sa voix semblait vide, dépouillée de sa bravade habituelle. Allô, c'est moi, ai-je dit. Il est resté silencieux. Comment va-t-elle? Elle est en sécurité. Il a laissé échapper une respiration tremblante. Bien, c'est bien. Nous déposons une séparation, lui ai-je dit. Cette fois le silence a été plus lourd. Je m'en doutais, a-t-il dit enfin, et je ne m'y opposerai pas. C'est le bon choix. Je vais aller en thérapie, a-t-il murmuré. J'arrêterai de boire. Je sais que je ne peux pas réparer ce que j'ai fait. Mais j'essaierai au moins de me réparer moi-même. Ça, c'est entre toi et ta conscience, ai-je dit. Mais tu restes loin d'elle. Je le ferai, a-t-il murmuré. Dis-lui je signerai tout ce dont elle a besoin. Pas de problème. Après avoir raccroché, j'ai fixé mon téléphone, ressentant à nouveau cette étrange immobilité. Ce n'était pas une victoire. Ce n'était pas un triomphe. C'était quelque chose de plus calme, quelque chose de plus stable, la responsabilité. Les semaines suivantes se sont écoulées avec un progrès prudent.
Anna rencontrait une conseillère chaque semaine. Elle a commencé un travail à temps partiel à la bibliothèque locale, quelque part de paisible, de stable, entourée d'histoire au lieu de chaos. Elle dormait mieux, mangeait mieux, souriait parfois. Et Marc. Il est entré dans un programme ambulatoire, a signé les papiers de séparation, a rejoint les alcooliques anonymes. Je ne le surveillais pas. Ce n'était pas mon travail, mais j'entendais occasionnellement de l'avocate qu'il n'avait manqué aucune réunion. Peut-être qu'il changerait, peut-être pas. Mais de toute façon, il n'aurait plus jamais accès à la peur de ma sœur. Un soir, alors qu'Anna et moi étions assises sur mon porche en mangeant des plats à emporter, elle s'est tournée vers moi. « M, a-t-elle dit doucement. Ouais. Je ne t'ai jamais remercié pour ce que tu as fait. J'ai regardé vers la rue calme, la façon dont les derniers rayons de soleil baignaient les maisons d'or. Tu n'as pas à me remercier, ai-je dit. Tu es ma sœur. Ça suffit. Elle a posé sa tête sur mon épaule. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'a pas tressailli. Anna n'est pas retournée dans son ancienne maison, pas même un instant. Au lieu de cela, elle est restée avec moi tout l'été, s'installant dans un rythme qui semblait à la fois nouveau et étrangement familier. Deux jumelles sous un même toit, à nouveau comme quand nous avions 16 ans avec des coupes de cheveux assorties et des secrets partagés. Sauf que cette fois les enjeux étaient plus grands et les blessures plus profondes. Le matin après qu'elle m'ait remercié sur le porche, je me suis réveillé tôt par habitude. L'entraînement militaire a une façon de graver le lever du soleil dans vos os. J'ai fait du café, je suis sorti et j'ai trouvé Anna déjà assise sur la marche du porche, enveloppée dans un pull léger. L'air était encore frais, la rosée s'accrochant à l'herbe, le quartier calme sauf le bourdonnement lointain d'un arroseur de pelouse. Elle avait l'air paisible. Pas guérie, pas encore, mais paisible d'une façon que je n'avais pas vue depuis longtemps. Tu n'arrivais pas à dormir, ai-je demandé en lui tendant une tasse. Je n'arrivais pas à rester endormie, a-t-elle corrigé. Mais elle a souri en prenant la tasse. Mais ce n'était pas un cauchemar cette fois, juste des pensées. Mieux que l'alternative, ai-je dit. Elle a hoché la tête, regardant la rue vide. Tu penses vraiment que je redeviendrai normal un jour, comme avant? Je me suis assise à côté d'elle. Non, ai-je dit honnêtement. Son visage s'est un peu affaissé. Tu ne seras pas celle que tu étais avant, ai-je continué doucement. Mais tu seras quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui sait comment s'éloigner du feu au lieu de rester dedans. Elle a posé sa tête sur mon épaule comme elle le faisait pendant les longs trajets en voiture quand nous étions enfants. Tu m'as sorti de ce feu, a-t-elle murmuré. Tu en es sorti, ai-je corrigé. J'ai juste poussé la porte. Ce furent les jours où la guérison ressemblait à de petits pas. Un café du matin, une respiration profonde, une courte promenade sans peur, une douche sans tressaillir. De petites victoires dont la plupart des gens ne réalisent même pas que ce sont des victoires. Dans les semaines qui ont suivi, Anna a retrouvé son appétit, son sens de l'humour, même son côté têtu. Elle parlait plus, dormait mieux. Nous cuisinions des dîners ensemble, elle coupant les légumes, moi m'occupant de la cuisinière, exactement comme notre mère le faisait autrefois. Nous rions de vieux souvenirs, pleurions sur d'autres, et reconstruisions lentement le lien de jumelles que la vie avait distendu. Un samedi après-midi, elle m'a demandé si nous pouvions visiter les tombes de nos parents. Nous sommes allés au cimetière juste à l'extérieur de la ville, un endroit calme bordé de grands chênes qui bruissaient doucement dans la brise d'été. Anna s'est agenouillée à côté de leur pierre tombale, balayant les feuilles sèches avec des doigts soigneux. Maman l'aurait détesté, a-t-elle dit, la voix tremblante. Elle voulait toujours que nous soyons traités avec gentillesse. Et papa lui aurait fait une sévère leçon, ai-je ajouté, suivie d'une poussée dans un fossé. Elle a ri à travers ses larmes. Ouais, ça lui ressemble bien. J'ai posé une main sur son dos. Il serait fier de toi d'être sorti, d'avoir choisi toi-même. Elle a levé les yeux vers moi, les yeux brillants. Et toi? Je suis fier de toi aussi, ai-je dit. Plus que tu ne le sais. Sur le chemin du retour, elle m'a demandé si nous pouvions prendre le long chemin par le port, à travers le petit quartier historique, tous les endroits que nous visitions quand la vie semblait simple. Elle a pressé son visage contre la fenêtre ouverte et laissé la brise souffler dans ses cheveux, souriant calmement. Pour la première fois, elle avait l'air libre. Quelques jours plus tard, une enveloppe est arrivée par courrier. Écriture fine et soignée sur le devant.
Je l'ai reconnu immédiatement. De Marc. Anna a hésité à l'ouvrir. Elle l'a retourné dans ses mains, respirant lentement, se recentrant comme sa conseillère le lui avait appris. Quand elle a enfin brisé le seau et déplié le papier, elle a lu la lettre en silence, lèvres serrées, sourcils froncés. Quand elle a fini, elle me l'a tendue. C'était une simple excuse. Pas d'excuse, pas de manipulation, pas de promesse qu'il ne pouvait pas tenir. Juste une reconnaissance, des regrets, une responsabilité. Je la lui ai rendue. Comment te sens-tu? Elle a plié la lettre avec soin. Soulagée, a-t-elle dit. Et fini. J'ai hoché la tête. Bien. Ce soir-là, assise à nouveau sur le porche, Anna a dit quelque chose que j'attendais d'entendre. Je ne veux pas qu'il revienne, monsieur, je ne veux plus aucune part de cette vie. Alors tu as déjà gagné, ai-je dit. Et elle avait gagné. Vers la mi-août, elle s'est sentie assez en sécurité pour avoir son propre espace, un petit appartement près de la bibliothèque où elle travaillait. Quartier sûr, voisin gentil, un nouveau départ. Je l'ai aidée à emménager, en accrochant des rideaux, en assemblant des meubles, en déballant des cartons pendant qu'elle rangeait ses livres sur les étagères. Quand nous avons fini, elle s'est tenue au milieu de son petit salon, les mains sur les hanches, souriante. Ça fait comme si c'était à moi, a-t-elle dit doucement. C'est à toi, ai-je répondu. Avant que je parte, elle m'a serré dans ses bras longuement et fort. Je n'ai plus peur, a-t-elle murmuré. Ces mots valaient tout. Quelques semaines plus tard, elle m'a invité à dîner. Son appartement sentait le poulet rôti et le romarin frais, du jazz doux jouant à la radio. Elle a servi 2 assiettes, mais avant que nous mangions, elle a pris ma main sur la table. Je veux que tu saches quelque chose, a-t-elle dit. Je ne pense pas que j'aurais survécu si je ne t'avais pas eu. Pas seulement comme ma sœur, mais comme mon miroir. Quand je ne pouvais pas me voir clairement, tu m'as montré qui j'étais. J'ai avalé difficilement. Anna, je suis sérieuse, a-t-elle insisté. Tu m'as sauvée. J'ai secoué doucement la tête. Tu t'es sauvée toi-même. J'ai juste été à tes côtés. Elle a essuyé ses yeux. Merci d'être resté. Nous avons mangé, ri, partagé des histoires, et quand j'ai quitté son appartement ce soir-là, elle se tenait dans l'embrasure de la porte en faisant signe comme elle le faisait quand nous étions petites filles partant à l'école. Sous la lumière du porche, elle avait l'air entière à nouveau. Dans les mois qui ont suivi, elle est devenue plus forte émotionnellement, mentalement, spirituellement. Elle a rejoint un groupe de soutien. Elle a fait son propre budget. Elle a fait des promenades matinales. Elle a remarqué le monde à nouveau. Et un soir d'automne frais, en la regardant arranger des livres à la bibliothèque, j'ai réalisé la vérité. Ma vengeance n'était pas la nuit où j'avais confronté Marc. Ce n'était pas l'enregistrement. Ce n'était pas la peur que j'avais mise en lui. Ma vengeance était sa liberté. Ma vengeance était son sourire. Ma vengeance était de regarder ma sœur jumelle se tenir à nouveau droite dans un monde qui avait essayé de la briser. Et cette vengeance était plus douce que n'importe quel coup que j'aurais pu porter. Alors que je vous raconte cette histoire maintenant, à quiconque écoute, à quiconque a vécu assez longtemps pour savoir à quel point l'amour peut couper profondément, je vous laisse avec ceci. La violence grandit le plus fort dans le silence. Mais le silence se brise au moment où une personne refuse de détourner le regard. Si vous avez déjà aidé quelqu'un à se relever ou souhaitez que quelqu'un vous ait aidé, je vous invite à partager vos pensées, vos histoires, votre force. Et si vous souhaitez entendre plus d'histoires de courage, de guérison et de justice, vous êtes les bienvenus pour rester avec nous, parce que personne ne devrait traverser l'obscurité seul.